je vais parler de ce personnage qu'est Taki Koji sous l'angle, comme cela a été dit, de la contre-photographie. Taki Koji a été l'un des piliers de la revue Provoque, cette revue de photographie publiée à Tokyo entre 1968 et 1970. Et pourtant, il n'est pas resté dans les mémoires pour son œuvre de photographe, mais pour son travail de sémiologue, pour son travail d'historien des formes. Parmi ses textes majeurs, on peut citer les métaphores du regard, poétique des choses, la guerre, ainsi que ses ouvrages sur la photographie comme les portraits de l'empereur. Ça a été le premier livre que j'ai lu de lui, les portraits de l'empereur. Et on mentionnera aussi l'importance de ses commentaires sur Benjamin, sur Walter Benjamin, et ses nombreux travaux sur l'architecture. Le rôle joué par Taki dans la revue Provoque me semble méconnu. Connu, mais méconnu, mal connu. Nishimura Tomohiro, qui est un critique et historien de la photographie, par exemple, dans le chapitre qu'il consacre à la revue au sein de sa volumineuse Histoire de la photographie artistique au Japon, se contente de mentionner son nom. En revanche, il commente de façon abondante les œuvres de Nakahira Takuma et de Moriyama Daido, auxquels il attribue toute l'originalité du groupe. Et l'exposition dont vous parlait tout à l'heure Mathieu Capel, qui a eu lieu en France, mais aussi aux États-Unis et en Suisse, qui a eu un grand succès, organisé par le BAL et le Photomuséum notamment de Winterthur en 2016, n'a pas bousculé cette hiérarchie. En vérité, Taki lui-même est largement responsable de cette situation. C'est, au fond, le reflet d'un choix. Un choix que je dirais à la fois esthétique et politique. Il a décidé en effet d'arrêter la photographie peu après la fin de la publication de la revue Provoque, et il a pris ses distances avec ses camarades. Alors bien qu'il ait été considéré comme photographe à peu près jusqu'au milieu des années 70, il va tenter par la suite de prendre ses distances, il va renier son travail de plasticien. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le dictionnaire de l'art moderne et contemporain, qui date de 2007, qu'il a lui-même dirigé, et dans lequel je vois Hayashi Yoko-san ici au fond de la table, qui a contribué à ce volume, lui-même, donc dans ce volume qu'il a dirigé, ne figure qu'en tout petit sous la mention « critique d'art qui a pratiqué aussi jadis la photographie ». Donc l'objectif de cette présentation est double. Il consiste d'une part à réévaluer le rôle de Taki comme photographe au sein de la revue, mais aussi à montrer que son abandon, son rejet, sa prise de distance d'avec la photographie est un geste qui s'inscrit dans le fil de l'évolution de cette revue, où domine un double effacement critique, celui du photographe et celui du sujet photographié. Tout d'abord, petite présentation de rappel pour situer qui est Taki Koji. C'est quelqu'un qui est né en 1928, il est né donc à Kobe, dans une famille relativement aisée. Son père, qui a fait une partie de ses études en Angleterre, est un ingénieur. Donc vous comprenez, il est issu d'un milieu bourgeois, marqué par la culture occidentale, et c'est aussi quelqu'un qui va échapper de justesse à l'envoi au front, à la guerre. Il va donc entrer, sans avoir trop souffert de la période de la guerre, au lycée public de Kyoto, puis à l'université de Tokyo, en 1948, où il s'inscrit en esthétique et en histoire de l'art. Alors, au sein de l'université de Tokyo, à cette époque, il y a deux grands courants qui dominent dans les études. D'une part, un courant germaniste qui est tourné vers l'esthétique, l'étude de Hegel notamment,
Et puis de l'autre, il y a un courant qui est plutôt un courant composé de francisans. Ce sont des histoires que vous connaissez, une histoire que vous connaissez sans doute pour nombre d'entre vous, qui privilégie une approche plus directe, plus sensible des œuvres. Et lui, son goût à Takikoji l'oriente plutôt du côté des francisans. Il lit le français, l'anglais, l'italien, un peu l'allemand. Il paraît qu'il a même enseigné une fois à partir d'un texte en néerlandais. C'est un de ses anciens étudiants qui raconte cette anecdote. Donc quelqu'un qui, typiquement, comme beaucoup d'intellectuels au Japon, qui a une grande ouverture sur les langues du monde, sans peut-être avoir une capacité à les parler ou être beaucoup allé à l'étranger. Taki dit avoir découvert la sémiologie, puisqu'on le classe souvent comme sémiologue, comme Kigo Gakusha, au fond, au début des années 1960, et il s'est appuyé sur la lecture d'auteurs japonais, bien sûr, mais aussi sur une découverte très précoce de Barthes, qu'il a rencontré à travers son article qui s'appelle « Le message photographique », qui est un article pionnier, vous savez, le message photographique, paru en 1961, dans le premier numéro de la revue Communication, la grande revue de l'époque. Et Barthes, vous le savez, dans ce texte, distingue deux valeurs de la photographie. D'une part, la photographie comme analogone parfait, c'est le mot de Barthes, ou comme perfection analogique, c'est-à-dire porteuse d'un message dénoté, sans relais, sans code, dans un rapport continu avec le signifié. Et puis d'autre part, la photographie connotée, investie d'un message stylistique ou culturel qu'il va s'agir de décrypter. Et entre les deux, entre le message dénoté et le message connoté, le rapprochement semble ne jamais pouvoir s'opérer, laissant béante la dichotomie. Alors, bien sûr, Barthes a stimulé la réflexion de Takikoji. Ceci dit, ce dernier n'est pas réductible au sémiologue français. À l'époque, notamment, il y a au Japon un important courant d'analyse, on pourrait dire marxiste ou marxien des médias, auquel Barthes n'est que peu sensible. Et au fond, grâce à des auteurs comme Nakai Masakazu, comme Kuno Osamu, qui ont beaucoup été lus dans les années 60, on avait déjà à cette époque parfaitement compris que le regard est historiquement déterminé par la technique et qu'il y a dans le procédé photographique une forme structurelle d'orientation et de domination du regard. Autrement dit, parler, comme le fait Barthes dans son article, de l'inculture d'un art mécanique, l'inculture d'un art mécanique, c'est son expression, me semble aurait été très difficile dans le Tokyo des années 1960. Et ce point est essentiel parce que, au fond, la manière très nouvelle dont les membres de Provoque parviennent à sortir la photographie contestataire du rôle documentaire, de la documentation, pour en faire un outil d'interrogation et de reconfiguration du sujet contemporain, s'explique en grande partie par le développement large et précoce au Japon de ce qu'on peut appeler la théorie critique. C'est au milieu des années 60, à une époque de très haute croissance donc, et de conflits sociaux, que Taki a commencé à pratiquer la photographie. Mais ce n'est qu'en 1968, avec Provoque, qu'il se positionne pour la première fois comme artiste, ou comme photographe à part entière. Son parcours, de ce point de vue, est assez proche de celui de son ami, collègue, Nakahira Takuma. La rencontre de Nakahira et de Taki, elle s'est faite par l'intermédiaire de Tomatsu, grand photographe que vous connaissez certainement, qui les a réunis pour l'aider à préparer l'exposition de 1968, qui s'intitule 100 ans de photographie au Japon, et Shashin Shakunenten. Autrement dit, pour résumer, au moment où est créée la revue Provoque, Taki, qui vient d'être recruté d'ailleurs à l'université Wako, il est professeur assistant, il est Jokyoju à Wako. C'est un intellectuel et critique d'art qui, bien qu'il n'ait pas encore fait de voyage à l'étranger, est remarquablement ouvert sur le monde. Il est reconnu comme un éditeur spécialisé en photographie, un domaine dans lequel il a acquis un vrai savoir-faire, de nombreux contacts.
Et puis politiquement, c'est quelqu'un qui se situe à gauche, mais une gauche non collectiviste, contestataire, on pourrait dire spontanéiste, suivant un modèle dont Yoshimoto Takaaki, Yoshimoto Ryumei, a été le porte-parole pour toute cette génération. Les 5 membres de Provoque, je redonne les noms, sont Taki Koji, Nakahira Takuma, Takanashi Yutaka, Okada Takashiko et Moriyama Daido. Alors, Taki est le seul, me semble-t-il, dont on puisse dire avec certitude que s'il n'avait pas existé, la revue n'aurait pas existé. Il en a été l'initiateur, au niveau de l'idée, avec Nakahira, mais il apporta aussi un soutien financier, matériel, technique, qui a été indispensable à la réalisation de la revue. Et puis enfin, il a joué un rôle théorique, dont on a oublié, me semble-t-il, l'apporter. Autre chose, Taki, vous le savez peut-être, est de loin l'aîné du groupe. Il est né en 1928, donc il a 40 ans au moment de la formation du groupe. Donc il possède une dizaine d'années de plus que les autres membres, ce qui est, dans le contexte de la société japonaise, important. Il est le seul à être diplômé d'une grande université, Todai, où il a suivi les cours de professeurs célèbres. Il a rencontré les élites de sa génération. Il bénéficie donc d'une autorité intellectuelle évidente parmi ses camarades. Donc il est universitaire, il est salarié d'une maison d'édition, il est chroniqueur pour plusieurs revues, dont Bijutsu Techo, qui est quand même déjà la grande revue d'art. Il possède par conséquent des moyens financiers importants, relativement importants. Il se plaint beaucoup d'argent, mais par rapport aux autres, il a des moyens importants. C'est la raison pour laquelle il a payé environ les 2/3 de la revue, qui était une revue entièrement auto-éditée. Ni Nakahira, ni Moriyama n'ont été en mesure de contribuer financièrement au projet. Et puis enfin, il a fourni les locaux et une grande part du matériel technique. Donc, toute proportion gardée, j'ai envie de dire que Taki est un peu au mouvement Provoque ce que fut Yoshihara Jiro, par exemple, pour le mouvement Gutai. Et d'ailleurs, Moriyama Daido le dit sans détour, c'est lui qui prenait les décisions finales. Donc, les choses sont claires, c'est quelqu'un qui a eu un rôle fondamental dans la revue. Si on prend un peu de recul historique, l'essor de l'industrie photographique à cette époque, elle s'est accompagnée d'un développement généralisé de la presse spécialisée et d'une réflexion théorique. Il y a 3 principaux courants qui dominent à l'époque, je les rappelle. Un, le modernisme, qui s'exprime encore à cette époque, surtout dans le cadre de la photographie d'architecture. Il y a le réalisme social, et puis on pense évidemment à Do Monken, qui est encore la grande figure à cette époque. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler un néo-symbolisme, porté par les fondateurs du groupe Vivo, avec Tomatsu Shomei, avec Kawada Kikuji, qui va revendiquer une nouvelle subjectivité du regard. Ceci dit, ces 3 courants, malgré leurs différences, ils ont en commun une forme de confiance, je dirais, dans la capacité du photographe, ou de l'homme en général, à maîtriser le processus photographique. Alors que Taki, me semble-t-il, et les autres membres de Provoque ont voulu, je crois, dépasser les apories du réalisme et remettre en cause le programme même de la machine, suivant l'idée qu'on ne peut pas rendre compte de façon juste et encore moins dénoncer la soumission du peuple à travers des caméras dont le regard, objectivant et naturalisant par essence, n'est que le reflet de la forme qu'a prise la domination de l'homme sur l'homme dans le monde contemporain. Autrement dit, anticipant la défaite des étudiants sur les campus, ils ont pris acte de l'impossibilité d'une transformation de la société par les mouvements de masse organisés et cherché à montrer que la révolution commence par une remise en cause de toutes les relations objectives. Vous comprenez bien qu'on est là tout à fait dans le milieu intellectuel de ce qui est porté en Europe à l'époque par la critique des industries culturelles,
par la Kultur ou la Kreative Wissenschaft, qu'ont développé Horkheimer et Adorno. Il me semble qu'on est vraiment dans cet univers-là. Si l'on regarde la contribution plus directe de Taki à la revue, on voit qu'il a contribué pour 4 textes sur la quinzaine que compte la revue. Dans le premier, qui date de 1968, il postule que l'art doit être pensé, je le cite, dans une perspective anti-humaniste. Sinon, dit-il, c'est la règle dominante qui l'emporte, parce que dans sa perspective, l'humanisme va de pair avec la bourgeoisie, avec le capitalisme. Et il y a là une dimension politique évidente. Cependant, comme il le précise, la transformation politique n'est pas la fin de son action, ou pas la seule fin. Je le cite, les territoires auxquels nous voulons nous confronter sont d'un ordre supérieur et touchent à une négativité beaucoup plus profonde. Je crois que nous pouvons provoquer quelque chose en devenant nous-mêmes du négatif. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Dans ce texte, qui est programmatique, l'horizon de Taki n'est pas la photographie, mais c'est bien l'art contemporain, puisqu'il cite d'ailleurs Lloyd Lichtenstein et Ettore Sottsass, et non pas des photographes. S'y dessine, je dirais, l'image d'un nouvel enfant des ténèbres. Alors, ce n'est pas celui des années 30, qui regardait venir la guerre et la destruction avec une forme de jubilation, mais au fond, le postulat de départ est en partie le même. La rationalité technique a épuisé l'homme, qui n'a dès lors d'autre choix que de se dresser contre elle. Ceci dit, la distance réside dans la conscience claire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Comme la mort, par exemple, a pu en constituer pour ceux de la génération des années 30, ou l'implication, l'engagement dans le projet national ou le projet impérial. Il y a certes une forme d'héroïsme qui s'exprime chez lui. Taki met en avant Taki a une conscience du néant qui n'ouvre pas sur l'extase de la tragédie et de la mort. Elle met au contraire en branle une volonté, malgré tout, de comprendre et de signifier. Je le cite, un passage un peu long. « Le nihilisme est pour moi à la base de tout. Je ne peux donc m'en remettre qu'à ce que je suis, c'est-à-dire miné par le néant et le désespoir, mais cependant ce n'est pas ce qui m'importe. Tout comme je possède un corps de chair, je suis fondamentalement vide. Au moment où je réalise que la conscience qui a découvert ce néant en moi, conscience qui a tout analysé à l'intérieur sans rien laisser de côté, n'a en fait peut-être aucun lien avec le monde n'a peut-être aucun lien avec le monde qui, telle notre négation, notre dépassement, existe en dehors de nous. Alors seulement commençai-je à comprendre pourquoi il faut théoriser la vie humaine. La théorie, donc, au-delà de la prise de conscience du néant. Donc le mouvement qui va de la conscience aux images, en passant par le réel et sans fin, il y a donc dans la pensée de Taki une logique que j'appellerais une logique du trébuchet, qui rappelle le mythe de Sisyphe, ou alors qui rappelle toute cette pensée qui va de Tchekhov, Camus, jusqu'à Yoshimoto Dyume, qui a été si importante dans le Japon du XXe siècle. Car toujours travaille le sens du négatif et de la vacuité qui sape toute tentative de donner une valeur stable ou une valeur quelconque aux formes engendrées par la technique. La photographie, dans cette perspective, je dirais que c'est le symbole du décevant processus dans lequel est entraîné l'homme moderne. Elle est fragmentaire par nature, elle est le reflet de son incapacité à saisir la totalité du monde. Une photo n'est jamais qu'une photo, un petit bout du monde. Et en même temps, elle n'existe que parce que travaille en l'homme la volonté de comprendre tout le monde. Une volonté de connaître et presque, et je reprends Taki sur ce point, de se substituer à Dieu. En ce sens, et ce sont ces mots, elle est une forme d'excrément, l'excrément d'une pensée tournée vers l'absolu, vers le nirvana, mais qui ne possède aucune chance d'y parvenir. Parce qu'elle n'a d'autre choix que de se conformer au programme de l'appareil, programme qui est réglé sur la mire vaine d'une connaissance totale. La photographie n'est rien d'autre qu'une déjection de la métaphysique. Alors, au mieux,
elle peut produire des fragments amers. Il parle de niga et dampen qui se juxtaposent les uns à côté des autres dans les pages de Provoque. Donc, alors même qu'il vient, Taki, de s'engager dans une aventure éditoriale qui est nouvelle, qui est stimulante, le chemin que sa réflexion éclaire me semble extraordinairement étroit, puisque rien de ce que peut produire la caméra ne saurait avoir l'humanité recherchée. Le seul rapport humain possible à l'appareil est un rapport de conflit, de tension. Et je le cite, il n'y a actuellement de chemin pour ouvrir la communication de l'homme à l'homme que dans le contournement des médias, ou, si possible, dans leur invention. C'est-à-dire, au fond, avant qu'on rentre dans un stade, je dirais, industriel du média. Provoque n'est donc pas une revue de photographie, mais bien une revue de contre-photographie. On reviendra peut-être sur ma traduction de Handshashing, que je traduis par contre-photographie plutôt que par anti-photographie, où tout est mis en œuvre pour détourner l'image mécanique de son cours naturel. Ce n'est donc que dans la praxis d'une mise en collision du monde et de l'être, autrement dit dans l'expérimentation de l'impossibilité de la communication mécanisée, de la communication industrialisée, que l'art peut commencer à évoluer pour de vrai. Comme je le disais, Taki n'est pas considéré comme un photographe à part entière. Il n'existe pas d'entrée à son nom, par exemple, dans le Nihon Shashinka Jiten, le dictionnaire des photographes du Japon, compilé par nos amis du musée de la photographie de Tokyo, juste à côté. Son disciple, l'architecte Yatsuka Hajime, laisse entendre qu'il avait peu de talent, qu'il le savait au fond, et que c'est pour ça qu'il a arrêté la photographie. Moriyama Daido ne dit rien d'autre dans les interviews qu'il a données à ce sujet. Mais quand on y réfléchit, alors on peut peut-être admettre qu'il n'est peut-être pas aussi doué que d'autres pour manipuler l'appareil photographique, manipuler la caméra. Mais est-ce que la compétence technique, au fond, est le bon critère pour juger de la valeur des membres de Provoque? C'est quand même paradoxal, vous l'accorderez, que l'œuvre de Taki soit dépréciée au motif qu'elle serait de mauvaise qualité, qu'il serait un mauvais photographe, alors que la bonne photographie, c'est-à-dire la photographie maîtrisée, composée, où il y a une tension entre l'opérateur et son appareil, et le sujet, bien sûr, c'est précisément ce que ces artistes remettaient en question. C'est aussi absurde, j'exagère un peu, mais c'est aussi absurde que reprocher à un peintre abstrait de ne pas être figuratif. Ces critiques me semblent d'autant plus surprenantes que certaines des photographies de Taki sont restées dans les mémoires. Donc il y a là un nœud, me semble-t-il, qu'il s'agit de défaire. Comme je l'ai déjà dit, cette situation n'est pas étrangère à Taki lui-même, puisque bien qu'il ait joué jusqu'à sa mort un rôle important dans le monde de l'art et de l'édition, il n'a rien fait du tout pour sauver son œuvre, entre guillemets. Au contraire, il n'a cessé d'affirmer que Provoque avait été un échec. Et il s'est mis à dos beaucoup de gens. Et pourtant, plusieurs éléments vont contre l'idée que Taki ait simplement pris conscience de ses limites comme plasticien. Beaucoup d'éléments indiquent au contraire que cesser la photographie fut pour Taki ce que j'appelle un choix photographique. C'est-à-dire que ce ne fut pas un arrêt de son œuvre photographique, mais un prolongement. La thèse que je défends est donc la suivante. L'arrêt de la photographie par Taki doit être considéré comme un geste photographique. C'est une performance de retrait, je dirais presque dans toutes les acceptions du terme. Donc un premier point, regardons dans le détail, qui n'est jamais considéré d'abord, c'est le nombre de clichés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Nakahira et Moriyama ne sont pas les mieux représentés dans la revue. Taki, avec 81 clichés, est le plus prolifique. C'est lui qui est le plus présent dans la revue. Nakahira a publié 68 clichés, Nakahira 50 et Takanashi 36. Et suivant un ordre, vous comprenez, qui est au fond tout à fait révélateur. Taki, c'est le plus représenté parce qu'il est le moins soucieux de critères préconçus. Takanashi, à l'inverse, il ferme la marche,
parce qu'il ne s'est jamais complètement départi d'une conception, je suis un peu méchant, mais pictorialiste de la photographie, au sens d'une rencontre idéale entre un sujet et une forme, ce qui l'oblige à faire un tri sévère dans sa production. Sur ce point, je dirais que seul Moriyama est proche de Taki, tandis que Nakahira, qui, avec sa science de la composition et une attention à régler le focus sur des détails, qui l'inscrit dans une histoire de la photographie. Alors bien sûr, Taki lui aussi a subi l'influence d'autres photographes comme Tomatsu Shomei, mais elle me semble induire un sentiment de rupture, parce qu'elle brise la convention qui veut qu'un bon photographe soit d'abord quelqu'un qui fasse de bonnes prises de vue. En effet, les effets de Taki sont essentiellement obtenus au moment du tirage. C'est le recadrage, c'est des agrandissements, c'est des réimpressions, c'est de la solarisation, c'est du montage en série. Bref, il en ressort une impression d'effacement du sujet, de dissolution du contrat qui unit l'image et le monde dans le regard de l'opérateur. Autrement dit, c'est plus tout à fait de la photographie et c'est pas encore du design. Deuxième point qui me semble important, c'est que dans le premier numéro, Taki est celui chez qui l'esthétique, ce qu'on appelle bureboke, c'est-à-dire flou et sale, est nettement la plus marquée. Et c'est cette tendance qui va s'accentuer à partir du deuxième numéro. On voit ici toutes les images telles qu'elles ont été présentées au bal, présentes dans le numéro 1 de la revue Provoque. Les photographies de Taki sont en haut. On le voit, ce sont celles où le motif est le plus difficile à saisir, où le côté bureboke est déjà le plus marqué. Tandis que c'est bien chez Takanashi que le sujet est encore le plus clairement identifiable. Cette tendance va s'accentuer dans le numéro 2 de la revue, et ça va culminer dans ce numéro de 1970 qu'on rattache souvent à Provoque, qui est intitulé en japonais Mazu Tashikarashita no sekai o shitteru, que je traduis par « Il y en a marre du vérissimilisme », où les images sont extrêmement sales et extrêmement déconstruites. Mais là encore, ce sont les propositions de Taki qui sont les plus radicales. D'un corps de femme ne restent que des sortes de nuages de points, des petits pixels avant l'heure. La déréalisation est poussée à son maximum. Alors, bien sûr, la même évolution s'observe chez les autres. Chez Nakahira, par exemple. On voit les photographies de Nakahira qui, elles aussi, montrent une déréalisation, une abstraction, entre guillemets, qui est forte, mais ça me semble moins marqué que chez Taki. Autrement dit, Taki a une contribution à Provoque qui ne le situe pas, non en marge du groupe, mais au centre, il est au centre du groupe, mais ces images, collectivement, quand on regarde les 3 numéros plus Mazu Tashikarashita no sekai o shitteru, il me semble que l'ensemble dessine de la manière la plus nette, de la plus audacieuse, de la plus précise, l'orientation générale de la revue. Regardons maintenant la fin de Provoque et l'arrêt de la photographie par Taki. Alors, on dit souvent que la revue a cessé de paraître à cause de questions financières, mais je l'ai dit, Taki supportait l'essentiel des frais. On peut penser que s'il avait vraiment voulu, peut-être aurait-il pu le faire. Il me semble qu'une raison plus profonde n'est pas à exclure. Lorsqu'on se concentre sur ses contributions, on peut avoir le sentiment, vous voyez où il en est là à la fin en 1970, quand on en est venu à des photographies comme celle-ci à droite, la seule option pour poursuivre, c'est soit le monochrome, soit l'abandon de la photographie. Il y a une disparition du sujet qui est tout à fait évidente. Alors que il me semble que Nakahira continue de signifier au spectateur, ne serait-ce que de manière désespérée, la présence d'un regard subjectif. La qualité de la mise au point n'est pas la même, le cadrage n'est pas le même. Bref, l'effet de déréalisation est beaucoup plus fort chez Taki Koji. Autrement dit,
je crois que face à ce choix, le monochrome ou l'abandon, ou le rejet, c'est le rejet qui va l'emporter. C'est ce qu'il va faire à partir de 71-72, après une dernière série où, comme vous le voyez ici à droite, il va tenter de documenter la ville nouvelle et on voit son intérêt pour l'architecture qui se manifeste. Il va arrêter la photographie, mais au fond, je dirais que ce n'est pas un changement de direction. Ce n'est pas un changement de direction, vous le comprenez. C'est au contraire quelque chose qui est dans le prolongement. C'est l'aboutissement d'une œuvre brève, mais extrêmement intense, et on peut même considérer que c'est son apogée, puisqu'il fait entrer la photographie, par ce geste, dans une nouvelle dimension, aux marges de l'art conceptuel. C'est ça que j'essaye vraiment de dire. Ce n'est pas un arrêt, un changement de direction, c'est un prolongement. Pour le comprendre, il faut revenir au texte. L'une des idées centrales développées par Taki dans ses articles porte sur le caractère fondamentalement anonyme de toute photographie. Je le cite. Comme la photographie naît à la confluence de la machine et de l'homme, tant que les appareils existent, elle a comme fonction de reproduire le réel à un niveau qui dépasse la conscience, ou plus exactement un niveau opérationnel qui n'a aucun lien avec la conscience. Si elle simplifie d'un certain côté l'accès à la réalité extérieure, elle permet par le même procédé d'enfouir le sujet réel dans l'anonymat. Alors pour reprendre la formule du célèbre philosophe des médias Wilhelm Flusser, le photographe n'est aux yeux de Taki qu'un fonctionnaire. Il ne peut agir que dans les limites de l'appareil qu'il manipule. Quels que soient ses efforts, il ne saurait subjuguer la machine qui, par définition, ne peut produire que du machinal. Dès lors, deux possibilités s'offrent à lui. Soit il l'accepte, soit il accepte cette domination, et puis il compose avec le programme de l'appareil, soit il le refuse, et il doit cesser son activité. Je crois que les années de Provoque furent pour Taki une manière de faire l'expérience concrète de cette tension. Ce n'est qu'après avoir résisté, je dirais, de toutes ses forces à la machine, explorer les marges de l'expression, excrétion individuelle, qu'il décide d'abandonner la photographie, car il s'agit bien d'un rejet, c'est peut-être encore plus fort qu'un abandon, et non d'une forme de lassitude. Vous voyez, ce n'est pas juste qu'il en avait assez de la photographie. En effet, à partir des années 70, Taki a non seulement cessé de se positionner publiquement comme photographe, mais il a aussi arrêté de pratiquer la photographie dans le cadre privé, et il n'aimait du reste pas du tout être photographié. Il y a très peu de photographies de Taki Koji qui circulent. La manière qu'il a eue de se tenir à cette ligne pendant des décennies, jusqu'à sa mort en 2011, a transformé ce qui pouvait peut-être passer au début pour, une réaction de dépit, pour une volonté de se démarquer de ses camarades, en une performance, ce que j'appelle une performance de retrait photographique, conformément à l'idée que l'homme, dans son essence, n'a pas vocation à produire des images mécaniques, mais seulement à les critiquer. Pour conclure, quelques remarques. Je crois que Taki Koji a marqué son époque grâce à son entreprise d'archéologie du visible, et puis aussi à ses ouvrages de sémiologie. Toutefois, l'ensemble de son œuvre écrite, peut aussi se comprendre sous l'angle de la photographie, sous un angle photographique, comme le prolongement d'une tentative désespérée de subjugation de l'appareil et de la rationalité qui le sous-tend. Face à l'impossibilité de tirer de la caméra autre chose que ce qu'elle est destinée à fournir, l'écriture permet de reprendre pied sans renier ce qui fait l'homme, car s'il est vain d'espérer s'affranchir de la machine dans le monde contemporain, on ne peut davantage s'affranchir, pour reprendre Adorno, je le cite, de l'utopie dont le chiffre secret s'inscrit dans toute œuvre d'art, autrement dit, jamais sous la machine, mais toujours à côté. La position du critique possède cette dimension liminaire. Le choix d'arrêter la photographie fut pour Taki une forme de libération, mais comme le dit aussi Tanaka Jun, le geste du photographe
qui cherche à enregistrer fidèlement des paysages invisibles et toujours rester gravés en lui, travaillant sa mémoire et ses textes comme une image rémanente. Alors, vous me direz, il y a quand même quelque chose de paradoxal à mettre en avant. Quelqu'un qui, comme Taki, a souligné le caractère anonyme de la photographie et qui a rejeté son travail de plasticien, ça ne va pas de soi. Puisqu'il a fait ce choix, pourquoi ne pas le respecter? Il a choisi de se mettre en retrait, il a choisi de devenir anonyme comme photographe, de tuer l'auteur qui était en lui, si on reprend la métaphore barthienne. Alors pourquoi le remettre en avant? Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Oui, il y a un paradoxe. Évidemment qu'il y a un paradoxe. J'assume le paradoxe. Est-ce que la présente communication n'est pas en porte-à-faux avec son objet? Bien sûr. Ceci dit, outre le fait qu'il y a, et je l'ai essayé de le dire, dans la disparition de Taki de la scène photographique, de la scène artistique, quelque chose de performatif, d'une auto-mise en scène, autrement dit de quelque chose qui fait œuvre, qui peut faire œuvre, ne serait-ce que de façon négative. Il me semble que le replacer au centre de Provoque permet aussi de pointer de biais certains éléments de perversion du système actuel de valorisation de la photographie. Cette idée dont je parlais à l'instant, barthésienne, de mort de l'auteur, au fond, elle est restée dans le domaine de la photographie essentiellement théorique. Le marché, avec lui, toutes les institutions qui l'orientent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le marché oriente les institutions, il oriente les collections, il oriente les publications, il oriente le choix des universitaires de faire telle ou telle recherche. Eh bien, le marché est mis sur des individus qui donnent le sentiment d'avoir été portés par un destin. Et au contraire, il se détourne de ce qui fait obstacle à la sublimation de l'artiste. Autrement dit, entre un Taki, chez qui le doute l'a emporté sur la passion, et un Nakahira, où domine le mouvement inverse. Je vous rappelle que Nakahira a spectaculairement brûlé ses négatifs, mais finalement a poursuivi la photographie. Eh bien, il va spontanément, le marché, incliné vers le second. La fétichisation naît de l'imagination d'un esprit transcendant, mu par une nécessité intérieure. Alors, bien que des magazines comme Provoque aient été conçus dans la perspective de l'ouverture de nouveaux chemins de sens, afin de préparer le terrain à une nouvelle économie du regard, eh bien, depuis, la figure romantique de l'auteur, elle s'est réimposée massivement, car elle est la plus facile à promouvoir et elle est propice à la spéculation. Autrement dit, la photographie connaît sur ce plan la même évolution que les autres médias de l'art contemporain, si toutefois on peut rattacher la photographie à l'art contemporain, et c'est là quelque chose qu'il faut, je crois, continuer sans relâche à dénoncer. Je vous remercie. Eisou desu. ご紹介いただきました今福です。滝浩二さんが亡くなられて7年ほど経つんですけど、その間も持続的に滝さんが残された、思索について、自分自身の中でいろいろ反忖しながら、考えてきましたけれど、改めてこういう機会をいただいて、少し、龍賢さんの、新しい滝浩二さんに対するアプローチだと思いますけど、それに対するなんていうかな、感想も込めた短い発表をしたいと思います。墓標を残すなというタイトルです。ちょっとエキセントリックなタイトルですけど、じゃあ始めます。私は自分について書かないことで自分の文体を作ってきた。これ滝さんの言葉なんですけど、自らの過去の読書遍歴への感傷的な思いを突き放して書かれた76歳の時点での知的な反自伝とも言うべき、滝さんの著作、雑学者の夢の冒頭で滝さんはこういうふうに書かれています。自分について書かないことで私は自分の文体を作ってきた。これは滝さんの思想的なアルターエゴとも言うべき哲学者ワルター・ベンヤミンに習ったものです。ベンヤミンはベルリン年代記という本の中で、文章の中で、
こう言っています。自分が多少ともマシなドイツ語を書けるようになったのは、手紙以外では私という言葉を使わないというささやかな規則を守ってきたからである。そんなベンヤミンがあえて私という言葉を媒介にして、自らのベルリンでの4年時代を回想しようとしたのは、子供である私という一つのフィクション、虚構を作り上げることに成功したからでした。その虚構としての私は、記憶や同型を通じて主観が溢れ出ることを予防するための一種の免疫の役割を果たしました。この主観の予防接種の方法を編み出したことによって、ベンヤミンは個人的な出来事を都市経験をめぐる集団的な出来事へと変換することができたのです。電気的には回復不可能な記憶を社会的に回復不可能な集団的記憶の影のようなものとして鮮烈に描き出すこと。個人的な感情を抑制し、私を個人心の表層から歴史の真相へと連れ出すということで、彼は偶然の支配する私的な領域に別れを告げて必然的なものの真実へと向かったのでした。滝浩二の得意な思考の系譜もこれに連なっています。記憶すること、想起すること。そうした行為が個人という場を離れて不可視の歴史を絶えず呼び出し、歴史の潜在的な動きを前兆のように示唆しているということを先ほど鋭敏に感じ取っている批評家もいませんでした。私という認識が結局は言語による精巧な構築物に過ぎないのであれば、滝は私という主観の主語を捨て、近代的自我の彼方にある歴史の未踏の領域を探ろうとしたのでした。ですから自分について書かないという思想は決して主観を捨てて客観に立つといった陳腐な形式主義ではありません。それはまた私的な個というものの表出を控えるという思想的な謙虚さを必ずしも意味してはいません。自分について書かないというこの決断は極めて果敢な作者であることですね、authority と言ってもいいですが、の放棄のことであり、従って権威 authority からの離脱のことに他ならなかったのです。滝がプロボーク時代の文章、目と目ならざるものの中においてすでにはっきりと言明していたように、それはちょうど写真家が自分の撮った写真の中に自分の痕跡と自分ではないものの痕跡とを同時に見出すという事実によって示唆されるような何かでした。滝は自分の真に根源的な部分に私ならざる他者の刻印を見出したのです。私が私にとっての他者である。ひたすらこの事実から出発することにしている。こういうふうに滝は宣言しています。であれば彼は写真の作者性、権威、オーソリティからも必然的に離脱していくほかはなかったことになります。滝浩二の私というものを露呈することへのためらいと、作者の痕跡をいやおうなしに示してしまう写真なるものへの距離は、ここから生まれたように私には思われます。写真をはじめとする芸術行為を批評家としてどれほど司祭に論じようとも、彼は言語という限界を超えて全ての事物に距離を取る思想行為というものを自らの厳格な拠点として維持し続けました。滝は自らアウグスト・ザンダーにも、ウォーカー・エヴァンスにも、マリオ・ジャコメッリにも、あるいはロバート・メイプルソープにもなろうとはしませんでした。こんな滝の真摯な告白があります。これは、もし世界の声が聞こえたらという滝さんの著作の中に、出てくる文章ですけど、引用します。もし世界を聞き取る得意な耳が私にあったら音楽家になっていただろうが、私は概念と言葉を扱うだけの頭でっかちな野暮天にしかなれなかった。同じように、もし自分の目の中に不可能なビジョンを捕捉する知覚があったら、私は躊躇なく画家になっていただろうが、私はおそらく目を閉じて考える方が似合った人間だった。滝さんは自らの資質に従って言語的な思考を芸術のように展開しようと努力したのです。そこから彼が言う雑学というものが生まれてきました。彼の雑学とは種々雑多な知の無秩序な構成体のことを意味してはいません。滝にとっての雑学とはクズであり取るに足らないように見える事物の中に
潜在する歴史の未知の地層を見出そうとする真にラディカルな思想行為でした。やや逆説的に言えば、そうした可能性を持った歴史のクズとなることなく、主観の残滓のかけらのようなものしか生み出せない自らの写真行為から、滝は早々に決別したのだということもできるでしょう。プロボーク時代の滝が書いた写真に何が可能かという文章は、その背後に写真は不可能であるというもう一つのテーゼを背理として含んでいました。写真こそ現実を説明するいかなる論理においても一つの背理として機能する行為であることを彼は知っていたのです。その上で滝は写真に何が可能かにおいて、写真の潜在的な可能性を4つの特徴において捕まえようとしていたように思われます。それをあえて列挙すれば、第一に写真の無名性であり、第二に写真の非媒介性であり、第三に写真の裸形性、裸のってことですね、裸形性であり、最後に写真の親和性です。そしてここから晩年の滝の写真を歴史の天使、Angel of History ですね。歴史の天使による歴史の修復行為とみなす深い施策が生まれてきたのです。それについてここで語る時間的な余裕はありませんが、ただその思想をめぐる明晰かつポエティックなテーゼは、私がちょうど滝の死後に編集した遺著というべき一冊の本、映像の歴史哲学。さっきご紹介いただきましたけど、この映像の歴史哲学という本の冒頭に置いた文章、歴史の天使の中で余すところなく示されています。そこで写真は歴史の乱調、歴史の落調を目撃する方法として提示されていました。これは滝さんのちょっと得意な比喩というかな、なんですが、歴史というものを書物の乱調とか落調に例えています。写真が提示しているのはそうした歴史の乱調、落調であるということですね。滝にとって写真というのは撮影するものではなく、歴史の真相に現れ出るもの、すなわちおのずから現象するものでした。で、それが歴史の乱調だとするなら、それを一個人が書く。グラフ、フォトグラフィーのグラフですけど、個人が描く、描く、グラフすることは不可能です。滝は写真をまだ見ぬ歴史が始まる場所であるとも書いていました。歴史から弾き出されて漂流する溺死者、溺れた人ですね。溺れて死んだ人。溺死者の長い列のような、あるいは夢のクズのようなものと書いていました。歴史は彼自身にとって描かれる図柄ではあり得ず、それはあえて言えば世界の隠された視線そのもののことでした。こうして滝は自己の写真を、そして自己の写真行為を否定しました。いや、否定というより、それらを創造的に滅却しようとしました。まさに彼が私という主語を滅却したように、この場合の滅却とは単なる棄却ではなくて、自己が執着するものや自己を抑圧するものを自ら滅ぼし、消し去り、それによって自らを解放することです。自己の中にいる無数の他者を守るためにです。まさに滝の自己の写真への否定的態度というのは、この自己の滅却であり、内的な他者というものの解放に他ならなかったと私は思われるのです。そこにしかクズのような歴史と出会う方法はなかったからです。私にはこんな鮮烈な記憶があります。ちょうど15年ほど前、横浜で、かつての名優である中平拓磨の大規模な写真展が行われたとき、私は滝に、何気なく、展覧会には行かれますかと聞いたことがありました。その時の滝さんの答えは驚くべきものでした。彼はこう答えたんです。行かないというより、いない。時間を経て作り上げられてきた写真をめぐる一つの神話。中平拓磨にもそういう神話がまとわりついているわけですけど、そうした屈折した過去の体積というものを消し去ってしまう。そうした神話がですね、屈折した過去の体積を消し去ってしまうような時、滝はすでにその場にはいないということです。プロボーク時代の自己との存在論的な連続性を断とうとする、このアクチュアルな思想的意志の揺るぎなさに、私は今日疲れる思いでした。自らの関わった写真をめぐる過去の関係性に対して、
今の自己の非在を突きつけるこの滝の苛烈な意志に、私はほとんど言葉を失うほどでした。写真、すなわち自己の眼差しというものを放棄すること。そして、都市が自らに投げかけている眼差しを探すこと。滝はこうも書いています。私が考えていた眼差しとは、線的遠近法に見られるように、主体から放射されて客体に向かうというようなものではなく、世界中に散乱して世界を目に見えるようにしている可視化の能力の線分のようなものである。雑学者の夢の中に出てくるフレーズですね。自己の写真を滅却し、なおも写真批評に深く関わり続けた滝の眼差しの詩学、ポエティクスはここにありました。どうあがいても写真は強烈に詩的痕跡を残すのです。作者が死ねば、それは見事な墓標ともなります。それを批評するとは、個が刻印された写真の光と影による痛みと恥辱を引き受けつつ、その上で言語によるテクストというもう一つの墓標の神話力に耐えることです。それは壮絶な思想的闘争の行為でした。こうした文脈において、ワルター・ベンヤミンがブレヒトについて論じたいくつかの論考が滝を捉えていました。近代の思想的闘争の、そして階級闘争の現場となった、戦場となった都市における潜在的亡命者、思想の非合法的活動への先導として、ブレヒトの詩の中に、ベンヤミンが見た痕跡を消せという指示。それはそのまま滝が己の写真と自己同一性の見かけに対して投げかけた深い警句のように私には思われます。ベンヤミンが引用したブレヒトの都市住民のための特本の最初の詩の後半の部分はこのようなものです。これベンヤミンが引用したブレヒトの詩を引用します。何を言おうがそれを二度とは言うな。君の考えを他人が喋ったら君の考えとは違うと言え。署名しなかったやつ、写真を撮られなかったやつ、現場にいなかったやつ、口を聞かなかったやつがどうして捕まえられようか。痕跡を消せ。君が死のうと思うなら心して墓標を残すな。残せば君の居場所は明かされる。はっきりした文字が君の名前を届け出る。そして没年の数字が君の有罪を証拠立てる。くどいが痕跡を消せ。このブレヒトの詩に倣って私もこう言いたく思います。滝浩二は自著に署名しなかった。写真も残さなかった。そこには彼はいなかった。彼は墓も残さず、灰となって地中海の青い船底に消えた。探すべき墓碑名はどこにもなかった。彼が没した年が未曾有の震災の1ヶ月後であったことも忘れよう。滝は自らの痕跡を消したのである。痕跡を消せというこのブレヒトの詩のメッセージは、滝の思想家としての存在論的な亡命を照らし出しています。彼の存在論的な自己抹消を照らし出しています。彼の存在論的非合法性を、そして彼の根源的な存在論的反乱を照らし出しています。だからこそ私たちは心せねばならないのです。滝浩二の写真を語ることは、彼によって否定され、滅却された事柄であるということを。そしてそれが滝が存在したくない場所に彼を引き込む行為となってしまうという背理に対し、私たちはその痛みと苦渋に耐える覚悟を持たねばならないという事実に。彼の写真について語ることが滝浩二の存在証明を探すための墓標になってはなりません。写真を撮られなかったやつであり、写真を撮ることもしなかったやつとして滝の墓標はどこにもないからです。彼は墓標を拒否したのです。けれども最後に言っておかねばならないことがあります。ベンヤミンは紳士のモラルと題するエッセイで、自分の原稿を読んだら全て焼却してくれという言葉を残して死んだフランツ・カフカの遺言を守らずに、未完成の小説審判や城を次々と出版したカフカの友マックス・ブロートに対する世間の道徳的非難に対し、ブロートの裏切りをベンヤミンは擁護していたということ。
友人の残した遺言を守らなかったブロートの友への忠誠の欠如、すなわち紳士のモラルの欠如を非難する常識的な正論に対して、ベンヤミンはカフカの内面に滑り込むようにして反論しました。ブロートこそカフカの死後に残された膨大な手書き原稿を読むことで、その文学的な強度に最初に震撼した人だったということ。そしてまさにその未完の強度ゆえにこそ、自らの原稿の出版に恐れを感じていたカフカの内面を深く受け止め、遺言に背いてそれらを出版することで、結果としてカフカ自らが自分の作品に出版許可を与えたり、あるいはそれを焼却するときに感じたであろう良心の重荷を解放したのは他でもないブロートであったということ。友人の言葉に忠誠を誓うだけの紳士のモラルでは伝達できない想像をめぐる秘密の意志の存在をベンヤミンは何よりも大事なものとして擁護しようとしたのでした。そうであれば今このように言うことは可能でしょう。滝浩二の写真を再び実在のものとして取り上げ、同時に滝がそれを滅却しようとしていたことを深く受け止め続けること。一見矛盾している行為かもしれませんが、滝の残した仕事への真の誠実さというのは、あるいはそうしたものなのかもしれません。種をまく人の種袋には、彼が残したすべての種が入っています。それらには種の持つ自然の力が宿り、私たちはそれらがいつか、数十年か数百年かわからないとしても、必ず地表にまかれ、芽を出すことを知っています。そのような種袋は確かに存在します。墓標がどこにもなくとも、確かに種はどこかに眠っているんです。消された痕跡を苦くたどりながら、痕跡を消すことの根源的な意志に打ち震えながら、なおも滝浩二と写真をめぐる真実を発見しようとする道は誰にも開かれていなければなりません。Merci beaucoup à M. Mafko pour cet exposé remarquable qui éclaire, je trouve, avec justice et justesse l'œuvre de Taki Koji. On se retrouve, vous le comprenez bien, face au même dilemme. C'était la fin de l'intervention de M. Imafko, la question du paradoxe, du mujung, qu'il y a à parler de quelqu'un qui a voulu disparaître. Et ce qui, au fond, n'est pas du tout unique, qui est quelque chose qui traverse toute l'histoire de l'art. Parce que même si Taki Koji me semble exemplaire dans la manière qu'il a eu de vouloir disparaître comme artiste, c'est un phénomène qu'on retrouve chez de nombreux autres artistes. Les artistes qui ont voulu faire des performances dans les années 50, 60 sont des artistes qui ont rejeté la logique de l'objet, la logique du tableau pour mettre en avant l'action, koi, rejeter la logique de la matière qui va ensuite être conservée dans des musées, qui va pouvoir faire l'objet de spéculation. Donc c'est un phénomène qui traverse l'histoire de l'art, et en particulier de l'histoire de l'art contemporain. Mais le cas de Taki Koji me semble très intéressant, car il le pose de manière assez nouvelle, me semble-t-il, du côté de la photographie. Alors que dans le cadre de l'histoire de la photographie, généralement, ce type de retrait ou de destruction du moi, de Jiko no Mekkaku, est quelque chose que l'on a peu enregistré. Donc je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant. Le deuxième point que je retiens de l'intervention de M. Mafko, c'est cette notion de kuzu, de débris, de choses qui restent, et qui me semble en effet caractériser sa production écrite, après qu'il ait arrêté la photographie, et toute son entreprise d'essayiste, de zatsugaku, qu'il caractérise. Et moi, je vois une continuité, là encore, entre l'idée qu'il avait de la photographie comme danpen, comme fragment,
et l'idée qu'il a de l'écriture comme kuzu, je crois que là, il y a quelque chose encore qui circule et qui renforce, à mon avis, l'idée d'une continuité de projet dans un média différent. Dernier point, vous avez noté dans nos deux interventions des choses très parallèles et en même temps, il y a une vision un peu différente autour de la question de la technique ou de l'auteur. Il me semble que c'est là où il y a quelque chose qui serait intéressant de réexplorer, d'interroger l'un l'autre. Je mets l'accent sur une crise de la technique chez Taki Koji. M. Imafuku met en avant une crise de type Sonzai Rondeki, ontologique, chez Imafuku. Je crois vraiment que ce sont des choses qui sont au fond liées. Je ne crois pas que ce soit deux choses qui s'opposent. C'est parce qu'il y a une crise ontologique qu'il y a le sentiment d'une crise de la technique, et je dirais vice-versa aussi. Parce qu'il y a une crise de la technique, l'homme contemporain est renvoyé à un sentiment de fragilité ontologique. On voit bien aujourd'hui l'utilisation des téléphones portables incessantes conduit parfois à la crise de l'individu et une remise en cause de sentiment d'unité avec lui-même et avec le monde. 実は僕はこの原稿をリュケンさんの最終的な発表原稿をきちんと読む前に、書きました。それは逆にかえってね、発表原稿を直接受けての直接的なコメントというよりはそうではない形で僕自身の滝浩二さんと写真に関わる、一番重要な問題をですね、まずお話しすることで必ずそこに何か、響き合うもの、が生まれるだろうというふうに思ったんですね。でも結果的にとてもそういうような状況で、素晴らしいやり取りができたと思うんですが、そうですね、滝浩二さんと20年ほど晩年ではないですかね、最後の20年ほど非常に親しく付き合う中で一つはね、非常に家が近かったんですね。だからしょっちゅう、ある意味で遊びに行くというような関係もあって、なんて言いますかね、仕事上の付き合いとか、あるいはアカデミックな付き合いというような感じだけではなかったんですけれども、そういう中で、非常に身近なところで、滝浩二という、存在に接していると、とても不思議な、ことを感じることがよくありました。不思議だというのはつまり、一人の人間がそこにいて、ものを考えて生きてるっていう、そういう、僕が存在論にこだわるというかな、存在論のことをしつこく言うのは、多分たくさんの存在そのものがとても不思議な存在だっていうことをですね、僕がある時から考えたからかもしれません。例えば今日お話ししている問題に一つ直結する問題とすれば、自分自身というものをどのようなものとしてなんて言いますか、意識しているかということなんですけど、特に自分の過去との関係ですね。一つの、著述家、著作家、思想家として、あれだけの仕事の蓄積をしてこられた、人物であれば、自分のそうした過去の、業績であるとかですね、蓄積というものに対して常に、ある種のどう言ったらいいんでしょう、受動的なというか、あるいは自動的な、連続性を、つまりそれは自分が書いたものであると。で、自分が今考えることもそうしたものにのっとって、ね、生まれてくるものであるというような形での連続性を常に意識される。それが多分アイデンティティっていうことだと思うんですけど。滝浩二さんはどこかでそうしたアイデンティティをですね、かなり意識的に、振り切ろうとしていたようなところがありました。
つまり自分が過去に書いて、例えば書物としてまとまったものに対して、滝さんの、距離の取り方は非常に淡白っていうか、冷淡とまでは言いませんが、淡白でしたね。そして、ある意味もう少し言えば、常にそれを超えるというか乗り越えるというか、あるいは部分的に、自分が書いたこと考えたことを、覆そうとする。というような、ある種の冒険心がですね、最後まであったっていうことですね。でこれは僕も、滝さんを含めて1920年代の終わりから30年代ぐらいにかけて、生まれて、ちょうど、日本における1960年代の終わりから70年代という非常に知的な、いろんなクロスオーバーが、起こった、とてもエネルギッシュな時期だったわけですけど、その時期の、最も重要な、著述家として出てきたような人たちですね、同世代の人たち、と比較したときですね、そうした人たちが、大体そうですね、60歳ぐらいを過ぎて、自分自身の著作のほぼ全貌がですね、形作られてくると、ほぼそこで思考停止、思考停止って言っちゃうとちょっと悪いんですけど、ほぼそこで、知的な進行を止めるんですね。でこれはほぼ例外なく言えることだと思うんです。あえて個人的な名前は言いませんけど、僕の師匠の山口正夫さんという人も大変な人でしたけど、やっぱり彼の著作の思想的な、なんて言いますかね、展開っていうかな、は、やっぱり60代ぐらいの半ばぐらいで、ほぼ、止まっているような気がします。その後つまんないものしか書かなかったという意味ではないですけれど、自分自身の過去の著作を部分的にも否定しながらですね、その未踏の、未知の場所に進んでいくっていうようなエネルギーは、もはやその世代のそのぐらいになってくると、ほとんど、なくなるんですけれども、滝浩二っていう人はですね、驚くほどその年を取れば取るほどというか、そのエネルギーを強く発散させてですね、自分自身の過去との連続性を、拒否しようとしてたっていうところがあります。で、さっき僕が自己滅却って言ったのも、ややそういうことと関わっている問題で、滝さんが自分自身の写真に対するその距離というか、ある種の滅却の態度には、いろんな、要素があったかとは思うんですけれども、基本的にまず滝さんの存在そのものがですね、そうした過去との関係性を断ち切る形で常にある駆動力っていうか、あるエネルギーを与えられていて、それがもう最晩年の著作にまでずっと続いていて、おそらく80代を超えられた後もいくつもの新しいプロジェクトを滝さんは抱えられて、イタリアのトリノの歴史について、例えばですね、これは本当にまだ、入り口のところで、たくさん亡くなられてしまいましたけれども、これは晩年にやっぱり未来派、イタリアの未来派に対する非常に新しい視点での、関心があって、これもまだ本にはまとまっていませんけれども、断片的にはたくさん書かれていて、それはリュケンさんが今言われたテクノロジーの問題と、20世紀におけるですね、速度であるとか機械であるとかっていう、そういう意識がですね、イタリアの未来派っていうところからある意味で始まっていく、その部分に立ち返る形でそれを考えようと、問い直すっていう形で考えようとしていたところがあると思うんですね。で、そういうような新しいプロジェクトも含めて、あるいはワルタ・ベンヤミンの、ベルリンの4年時代いう方に対する彼の、強い共感、シンパシーは、非常に大きなもので、それは先ほどもリュケンさんが滝さんの、ルーツというかな、家庭環境のようなこともちょっと触れられていましたけど、当時のブルジョワで、滝さんは一度も畳の上に、座ったり寝たりしたことはないっていうふうに、僕によく言ってましたけど、そういう昭和の初めに生まれた、人間が一生その畳の部屋に、日本人でですね、畳の部屋に付き合わずにいるっていうこと自体が非常にかなり限られたことだと思いますね。で、それは滝さんにとってはワルター・ベンヤミンのね、ベルリンにおけるその4年時代と非常に深く響き合うものだった
っていうような、これはある意味で偶然の、しかし偶然ではないかもしれませんね。一人のその20世紀の近代人における都市的な経験っていうことで言えば、非常に通底する経験だったと思うんですけど、その中で自分がじゃあ家の中でどういう空間の中でどんな家具に囲まれ、何を考えていたか、そういう身体的な触覚的な記憶っていうんですかね。それをベンヤミンのベルリン4年時代をもう一度、読み直す形で、一冊の本にしようとされていました。で、この80歳の半ば近くになって、そうした形での新しいプロジェクトをですね、こう思考しながら書き続けていたという滝浩二さんのそのまさに存在そのものが僕自身にもたらした大きなインパクトっていうのがですね、あります。で親しく付き合う中で、最近プロボークに対する関心がすごく写真の歴史に対する日本の写真の歴史に対する関心、そしてその中でプロボークに対する関心がすごく高まってきているんだっていう話を時々することもありました。で、特に海外からの関心がすごく強いんだってそれで自分のところによく、海外の、日本の写真の歴史の研究者で、どうしてもプロボークのことに関しての、いろんな形でのインタビューをしたいと、そういう、問い合わせや依頼がすごくたくさんある。で、とても困るんだっていうことをですね、正直に滝さんは言われていました。困るというよりはそういう依頼にどうしても自分は応じられないからいつも断るしかないんだと。そういうことをよく聞いていたので、僕が滝さんがそのプロボーク時代、あるいは自分の写真というものに対する、非常に強いあえて今日は滅却って変な言葉を使ったんですけど、なんとも他に言葉がなくて、使ったんですけど、そういう意思をですね、深く感じていました。それで今日、ここで龍賢さんもまさにある意味ではですね、そうした形で、滝さんのプロボーク時代の仕事に関心を持たれて、そしてそれを考えられた一つのアプローチだと思うんですけど、今日こう話を伺ってて、とてもこれは真摯な探求だっていうふうに感じたんですね。で、その龍賢さん自身が、その滝さんが、自ら滅却しようとしていた写真と写真行為に対する非常に深い思いというか考え方を非常にきちんと汲み取った上で、あえてまたその写真にですねアプローチしていこうとするこの、一つの態度というかな、これがまず倫理的な意味でも非常に、素晴らしいものだというふうに感じたことがまず最初の大きな僕自身の感想です。J'aimerais revenir sur ce point aussi, un petit point commun qu'il y avait dans vos deux communications. D'une part, Han Shashin, la contre-photographie qui donne son titre donc à la conférence de ce soir, et que l'on retrouvait un petit peu de la même manière finalement que Michael Lueken le disait, entre crise technique et crise ontologique. Là, on a cette fois-ci contre-photographie et Hanjiden, également dans la communication de M. Imafuku. Comment faudrait-il traduire ce Hanjiden, une contre-autobiographie ou bien une anti-autobiographie? J'aimerais poser cette question-là, peut-être d'abord à Michael Lueken, justement, pourquoi ce choix de contre-photographie avec cette idée que les problèmes de traduction ne sont jamais mécaniques et cachent des problèmes bien plus vastes. Oui, vous imaginez bien que en tant que spécialiste de l'art du Japon et traducteur, très souvent, il a fallu traduire ce fameux Han, Hange Jutsu, Han Shashin. Comment le traduire? On a plusieurs possibilités en français. Les deux qui s'imposent le plus spontanément, c'est anti, ce qu'on trouve souvent, et contre. Et il me semble qu'il y a une différence. Longtemps, j'ai utilisé le mot anti, parce qu'au fond, c'est celui qui est le plus spontané. Et il me semblait que contre avait comme intérêt
de ramener les choses du côté d'une logique de l'objet. Je m'explique. Un contre implique un contact. On est contre quelque chose, c'est-à-dire qu'on le touche. Je suis contre le mur, j'ai le dos contre le mur. Il y a un contact. Ou je suis sur une contre-allée, c'est-à-dire qu'il y a une allée, et puis juste à côté, il y a une allée qui passe, une contre-allée, ou un contre-courant. Un contre-courant, c'est un courant qui qui s'appuie sur le courant principal et puis qui rebondit. On part de la chose, on part de l'objet. Alors que, me semble-t-il, dans la notion de anti en français, c'est d'abord une question qui part du sujet, de l'individu ou de la société. C'est un problème politique, idéologique, social. On est contre, anti, mais c'est quelque chose qui met au centre une position intellectuelle, idéologique, problème social. Et me semblait, dans la perspective de Taki Koji, où en effet, comme l'a très bien montré M. Imafku, il y a une volonté de faire disparaître le sujet, qu'il était donc important de mettre l'accent sur l'objet, sur la photographie, d'où mon choix de parler de contre-photographie. Et je crois que le choix de M. Imafku est le bon, c'est-à-dire qu'il y a une contre-autobiographie, parce qu'on est bien dans le cas d'une autobiographie, dans un acte physique, dans un geste, dans quelque chose qui est du côté de la personne. Donc il n'y a pas du tout de contradiction entre nos deux positions. Je crois que contre est une logique de l'objet, anti est une logique de la personne, de l'individu, du sujet. たくさんはもちろん自伝を書かれなかったし、自分について書くことをね、自分について書かないことで自分の文体を作るということを本当に意識的にされたとすれば、自伝というものを書くことはありえないと思うんで、滝さんが書かれたもの全体が全て、カウンターオートバイオグラフィー、コントの、書賛だと思いますね、その意味で。だから、それは多分カウンターを使うとすれば、滝さんの仕事全体がそういう意味では自伝的な要素、あるいは自己言及的な要素っていうものを非常に潔くというか、激烈に排除して生まれているもので、これも非常に得意なものだと思うんですね。で、その上で僕は雑学者の夢っていう本をアンティ、オートバイオグラフィーというふうに、とりあえず訳したんですが、そこにあんまり深い考えはなかったんですけど、雑学者の夢という自らの読書体験をですね、書かれた本ですから、それはどうしても私というものについて言及せざるを得ない、そういう本ではあるんですけども、その上で、先ほどもベンヤミンの時に言いましたけど、ベンヤミンが作った私っていうのも一つのフィクションであるとすれば、滝さんもそういう、方法を、に習いながら、私というフィクションを、便宜的に、使いながら、雑学者の夢っていう、本を書かれたんじゃないかと思ったんですね。で、これは直接的に、自伝という方法に対する、アンチテーゼということも、あるので、それはアンチ自伝でもいいかなと。でもそれほど、大きな、違いはないかもしれません。それでもう一つ、今お話を伺ってて思ったことなんですけど、今回のリケンさんの、発表で非常に僕自身が刺激を受けたのが、滝浩二さんの写真からの撤退というか、写真の滅却という行為は、実は写真的な選択として行われたんだっていう、そういうテーゼというか、そういう一つの議論ですね。で、これはこれまでほとんど存在しなかった、議論だと思います。で、つまり、写真および写真行為に対する滝さんの拒絶は、それ自体が写真的な行為であると。あるいは写真という行為の延長であるっていうふうに、リケンさんは論じられました。で、これは非常に興味深い、議論だと思うんですね。でもそうなるとその時の写真とは何かっていう結局ことになるんだろうと思います。で、そのこともリケンさんは部分的には言及されていたとは思いますけれども、それはもはやウーブルですね。作品としての写真、ピースって言ってもいいのかもしれないけど、一つの個別的な、写真個別の一枚一枚の写真という意味では
もちろんないわけですよね。それでウーヴルと言ってもいいですね。その作品としての写真という形で我々が、ジャンル的にというかな、一つの芸術、表現の中の一分野として、アイデンティファイしているような意味での写真っていうことをやっぱり超えるような写真的な選択という意味で、ね、使われたんだろうと思うので、その時に、劉健さんが意味されている写真っていうものはもう少し、大きなというか、より、形而上学的なと言ってもいいかもしれませんし、より思想的なある一つの表現のことを言われているんだろうと思うんですね。で、同じことをちょっと別の角度から言うと、滝さんがその写真の才能がないからやめたんだっていう、一つの俗説というかについても劉健さんは語られてましたけど、でもちろんそれに対して否定的に劉健さんは論じられていましたけれど、この才能っていう問題も滝さんは実は非常に深く考えていたテーマでした。で T.S. エリオットのような詩人のですね、才能に関する、エッセイを、非常に滝さんは深く読み込んでいましたけれども、我々が才能っていう時の才能はある種の職業的な専門分野とですね、常に対応させられているわけですね。でこういう才能っていうのは当然最終的には専門性とか、あるいは最終的に権威ですね、オーソリティに結びつくような、そういう才能ですね。でそれはまさに写真を写真として成立させる専門性の中にある作品が収まっているかどうかっていう、でそれが写真の才能だ。でその写真の才能のあり方にはドキュメンタリーの写真とコマーシャルな写真といろいろその才能の方向性っていうのはあるかもしれないけど、でもどれもが一つの我々の職業的な、認知の中で、ある専門性の中に収まっている。これがタレント、才能ですよね。でとすれば滝さんが目指しているまさに、才能というかタレントの問題は、そうしたその我々が規定的に感じている専門性や権威の世界の、外部にあるものですね。で彼が常に自分自身の過去を振り切ろうとしてたっていうのも、結局新しいジャンルで全く未知の領域である議論を立てても、それが最終的にはその人間の権威とそれから専門性としてすぐに、公の場で囲い込まれていくっていう、これはもう誰にとっても表現する人間って常に持っているわけですね。で一人のアバンギャルドが最終的には権威になっていくっていうことはもう全ての歴史において起こっているわけですね。だから彼はそういう一つの専門性や権威の中に自分が囲い込まれるっていうことを徹底的に拒絶しようとしていたっていうところがあると思うんですね。そのことが今の写真的な選択っていう問題における写真とは何かっていう非常に興味深いでも難しい問いですけど、それとつながっているという気がします。Non, mais la question est en effet passionnante, la question du talent qui pose aussi la question de la destination, de la prédestination. Elle est fondamentale, et quand je dis qu'il y a une cohérence entre l'œuvre photographique et l'œuvre écrite de Taki, je mesure bien aussi le fait que lui a fait des choix, qu'il a regardé un petit peu là où il avait des capacités et où, au contraire, il avait des incapacités. Peut-être même c'est de ce côté-là qu'il a le plus regardé, du côté des incapacités, mais qui ne sont pas nécessairement seulement à concevoir du côté du talent comme on le conçoit d'habitude. Mais peut-être qu'il y a aussi dans ce jugement qu'il a eu sur lui-même, c'est ma proposition, un regard, on va dire, politico-esthétique sur ce qu'est la photographie dans le monde contemporain, et la technique par conséquent. Merci pour ces questions. Il est vrai, vous avez raison, la photographie n'a pas la même histoire que la peinture. Néanmoins, il y a quand même des courants qui existent et qui font que les photographes, lorsqu'ils sont des vrais spécialistes, des professionnels,
ont une connaissance fine de l'histoire et se situent par rapport à cette histoire. Je crois qu'il est erroné de penser que la photographie est entièrement dominée par par le programme de l'appareil. Il y a évidemment, comme en peinture, des courants, il y a une subjectivité qui s'exprime, et du reste, c'est peut-être aussi là l'une des limites de la pensée de Taki, puisque quand on regarde en arrière, on voit bien que malgré les évolutions techniques qui sont réelles, on a en plus une évolution très forte des thèmes, des modes de représentation, et par conséquent que cette idée que le sujet est entièrement dominé par l'appareil, elle n'est pas entièrement valide. Littéralement, enfin, ce qui serait le vrai tabou photographique, c'est ce qui ne peut pas être photographié. Or, ce qui ne peut pas être photographié, c'est littéralement ce que l'appareil n'est pas capable de photographier, et non pas ce que l'individu qui prend la photographie souhaite ou ne souhaite pas photographier. Autrement dit, la question du tabou photographique, elle me semble à situer du côté de l'industrie et non pas du côté du sujet. 大きな問題だと思います。ちょっと個人的なことで、あまり、そこに踏み込みすぎない方がいいとは思うんですけど、3年ほど前に、タキさんとも深い関わりのあった写真家の東松照明さんの写真集「太陽の鉛筆」という写真集、歴史的な写真集ですけど、これを再編集して新編太陽の鉛筆っていう形で編集して出版したんですけど、僕と伊藤俊治さんの2人で編集しました。これを新編という形で新たに150枚ぐらい、80枚ぐらいかな、新しい写真を付け加える形で復刊したんですが、そのプロセスの中で9版の太陽の鉛筆の写真集に被写体として写っている、この部分はですね、できれば記録としてですね、最終的には使っていただかない方がいいかと思うんですけど、それがまさにタブーに触れてるんで、被写体からのですね、強い拒絶を受けました。で、これ一つのケースなんですけど、こういうことっていうのは写真において常にあり得ることで、まさに今のように偏在的にこういうイメージが我々の周りで作られていく世界になっていきますと、ますます、いわゆるサーベイアンスですね、監視の問題と、監視テクノロジーの問題と、どこかで合体していって、写真という一つの芸術的な表現行為であったものが、人間に関わるありとあらゆるデータを補足していく、そういうテクノロジーと、癒着というか、合体していくという世界が今もう本当に生きてるわけですよね。で、いろんな形でのその写真がタブーになりうる、切り口っていうのはあると思うんですけど、その肖像権というふうに、法律的に言ってしまえばそういうことなんですけれども、それに関わる問題というのは、実は写真がかなり初期から問い続けてきた、ね、大きなテーマだったと思うんですね。ウォーカー・エヴァンスが地下鉄の中で、隠れて自分のシャツの隙間からですね、隠しカメラで、地下鉄の、乗客を撮り続けた、写真集。30年ぐらい経ってようやく出版された写真集ですけれども、こういう行為の中で写真家っていうのは写真を撮るという行為が、ボヤリズムですね、覗き見である、接しというイデオロギーをもう本来的に本質的にはらんでいるということを真摯な写真家であればあるほど知っていました。で、写真を撮るという行為は常にその一つの本質的な矛盾というかタブーとの戦いでもあるわけですね。それぞれの写真家がその問題に対する一つの、暫定的ではあるかもしれないけれども一つの考え方を作り出して、それは、自己弁明に
とギリギリ接するぐらいの、一つの思想なんですけれども、そういう危うい一つの、視点において写真というのは常にやっぱり作られ続けてきたっていうことだろうと思います。ですからそれを結局は引き受けていくしかないっていうことですね。En fait, vous avez très bien résumé ce qui était ma position, à savoir qu'il y a, me semble-t-il, une continuité entre la période où il était photographe, où son rapport à la photographie était, je crois, déjà de l'ordre du débris, du cousu, du galecki, et ce qu'il va faire ensuite comme écrivain ou comme essayiste. Ceci dit, ça me donne envie d'ajouter une anecdote qui peut-être pourra enrichir le débat. Il a arrêté la photographie, c'est clair, et il s'y est tenu. Et s'il l'a fait, c'est en partie parce que je crois qu'il y avait une résistance contre, et M. Mafkou l'a très bien dit, cette idée de laisser des traces. Et la photographie laisse des traces, et en plus, ce sont des traces qui sont extrêmement prédéterminées par la technique, par toute l'histoire qu'à l'époque, ils essayaient de subvertir. En même temps, lorsqu'il embrasse une carrière d'écrivain, d'essayiste, il est quand même frappant que s'il y a un prolongement, s'il y a là encore toujours ce goût des fragments, ce goût du cousu, du débris, qui du reste a une dimension romantique. Il faut aussi le garder en tête. L'esthétique du débris, l'esthétique du fragment a une dimension romantique. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une certitude. Chez lui, ça se traduit quand même bien différemment, parce qu'au fond, comme essayiste, comme écrivain, il a eu du succès. Il s'y est tenu, il a été quelqu'un d'important. Une anecdote, je me souviens, j'étais à Waseda, j'étais étudiant, et un jour, je tombe sur un livre, je ne connaissais pas l'auteur, il s'appelait Taki Koji, c'était Tenno no Shouzo, les portraits de l'empereur, et puis je montre ça à mon professeur, qui donc est un spécialiste de l'art moderne japonais, qui avait beaucoup travaillé sur ces questions de portraits officiels. Et puis il me dit, je lui demande s'il connaît. Et puis il me dit, Takikoji-san wa ne, urekko da ne. Lui, il était dans l'académie. Il faisait un travail sérieux. Et puis Takikoji était certes un universitaire, mais c'était quand même surtout un urekko, quelqu'un qui avait du succès. Et donc on voit bien quand même que son rapport au succès, à la renommée est complexe. Il y a là encore du mujun, il y a encore du paradoxe, de la contradiction. Voilà, c'était un petit élément que je voulais aborder. Pour ce qui est de la question du rapport au marché au fond, c'est extrêmement complexe là encore. Je ne crois pas qu'il y ait de solution définitive, mais au moins faut-il commencer par prendre conscience qu'on est retourné complètement à une logique de l'auteur, à une logique romantique. C'est ça qui permet au fond au marché d'avoir ces spéculations folles qu'on a aujourd'hui. Et même si ça injecte de l'argent, ça permet à des collections de se former, à des musées des fois de se développer. Il y a quand même là quelque chose qui est problématique, et il est important de construire des discours qui pervertissent cette dynamique. いや、今のニューケさんの一つの応答で言い尽くされていると思うんですけど、ゆうけんさんが今日の発表の最後のところで、滝さんのその写真に対する、一つの、距離っていうかな、は、それが写真的な選択であるっていうことを先ほど言いましたけど、一つの、パフォーマンスっていうかパフォーマティブな選択だった。
で僕のちょっと理解が間違ってなければですね。で、それは一種のその、作品、まあ、フェーウーヴルって言われてますよね。作品を作るっていうことだっていう、まあ、ネガティブというふうに、その後すぐ言われてるので、とても慎重で、だと思うんですけど、僕はやっぱりこの作品という概念も、滝浩二さんにおいては、さっきもちょっと言いましたけど、コントラウーヴルっていうかな。やっぱり反作品っていうふうにして捉えていかないと、そのまさに瓦礫であったはずのものがいつの間にかこのモニュメントになっていく、その、一つの始まりがこのウーヴルっていう概念だと思うんですよ。作品っていう概念。で、これがですね、すべての、なんていうかな、滝さんにとっての一つのアポリアでもあったと思うんですね。ですから自分の作品、例えば写真の作品がまさに作品として、切り離される形で論じられるっていうこと自体に、まあ、耐え難いものがおそらくあったんだろうと思います。ですから我々が滝浩二という作品をですね、こう議論する中で作り上げてしまうっていうことこそ、やっぱり避けるべきことだと思っていまして、まあ、墓標を、残すなっていう、まあ、僕の今日の、仮のタイトルですけど、まあ、それもそういうことなんですけど、だからむしろ、そのネガティブっていうふうに、リュケンさん言われてましたから、これをあえてもう、コントラウーヴルというふうに言ってしまってもいいんじゃないかと思うんですね。反作品。これは滝さんの、自分の自身の仕事に向き合う、一つの方法として、とても刺激的な概念に、まあ、なり得るような気がします。